il est écrivain et professeur. Lui, il a décidé de soigner les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Car il a fait de son cheval de bataille la lutte contre les croyances obscures à notre développement dans notre société d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Monsieur Nebié Bali. Je voudrais tout simplement, ensemble, faire un constat avec vous. Ce constat, c'est par rapport à la répulsion des enfants, nos enfants, pour aller au village. Quand vous leur parlez du village, ils disent non. Ils refusent parce qu'ils ont peur. Mais qui leur a transmis cette peur? C'est nous, les parents. Moi, je suis né au village, mais honnêtement, quand je retourne au village, j'ai des appréhensions. J'ai cette impression qu'il y a des choses qui m'échappent. Et naturellement, je me mets sur mes gardes. En réalité, nous avons peur, nous-mêmes qui avons fait le village. Et je vous dirai, n'est-ce pas, plus tard, pourquoi. Je vous disais tantôt que je suis né au village. J'ai suivi les mêmes rites initiatiques que ceux de ma classe d'âge. Mais en plus de cela, j'ai eu la chance d'avoir été encadré par un cousin, paix à son âme. C'était un genre baroudeur qui défiait le danger. Il m'a fait découvrir des endroits, en l'occurrence l'univers des devins, l'univers des féticheurs et d'autres univers inimaginables. Alors pendant ces découvertes, moi j'observais. J'observais en prenant toutes les précautions, parce que l'observation est interdite. Quand un féticheur égorgeait le poulet, j'observe pour voir comment il fait. Ensuite, à un certain moment donné, je me suis retrouvé avec des interrogations. Quand je suis devenu étudiant, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre, pour satisfaire ma curiosité. Et naturellement, la lecture m'a beaucoup aidé à comprendre les phénomènes. J'ai fait des recherches au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la sorcellerie, au niveau de l'Europe et même en Asie. À travers ces recherches, j'ai compris une chose. Et quand j'ai compris, au village, on dirait qu'ils ont su que j'ai compris. Et quand on se rencontrait, ils me regardaient d'une certaine manière, comme s'ils me suppliaient, pardon, ne dis pas. Et moi, je les regardais, je leur dis, je vais dire. Eh bien, à un certain moment donné, j'ai attaqué, j'ai écrit un premier livre. Ah, ils ont dit, c'est pas possible ça. Un deuxième livre est tombé. Ah là, ils étaient presque KO. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai découvert. Dans chaque village, il y a deux mondes. Il y a le monde des initiés et le monde des profanes. Les initiés sont très bien organisés. Chaque initié sait qui est qui et sait qui fait quoi dans le village.
Les profanes ne comprennent rien de ce qui se passe en fait dans le village. C'est comme des aveugles qu'on tire, n'est-ce pas, par leur bâton. Les initiés, c'est eux qui manipulent tout. Ils font des montages. Si vous prenez par exemple le cas de ce qu'on appelle les feux de sorciers, ce sont les initiés qui organisent ça. Ce sont les initiés qui vont organiser tout cet environnement de peur au village. Ce sont les initiés qui vont monter des scénarios dans lesquels vous allez trouver, par exemple, des hommes qui sont en train de se transformer en animal ou en autre chose. Mais c'est eux seuls qui savent de quoi il s'agit. Les profanes ne sont au courant de rien. Et parmi ces profanes, ils refusent absolument tous ceux qui sont allés à l'école. Du moins, au niveau des initiés. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui a fait l'école parce qu'ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur ce dernier. Alors, la conséquence, nos intellectuels qui sont là, qui, devant certains phénomènes qui relèvent même de la superstition, sont prêts à dire « Ah, c'est vrai, ce sont les mystères de l'Afrique. » En fait, ils sont manipulés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les villages. Par rapport à cet argument que les intellectuels avancent, quel que soit le phénomène que vous leur présentez, ils disent « Ah, écoutez, hein, ce sont les mystères de l'Afrique. » Je voudrais tout simplement dire ceci. Tous les continents qui sont sur la planète Terre obéissent aux mêmes lois physiques, chimiques et biologiques. Il n'y a rien de particulier pour l'Afrique. Les mystères qui ont été décrits sur notre continent ont été observés sur les autres continents. La seule différence, c'est que sur certains continents, des mystères ont été élucidés, les connaissances ont été mises à la disposition des populations. Mais chez nous, en Afrique, ces mêmes mystères ont été élucidés, mais les connaissances ont été monopolisées par un groupuscule qui en fait du moins un pouvoir. Et donc, vous avez l'impression que ces fameux mystères n'ont pas été élucidés en Afrique. Non. Je prends le cas, par exemple, de ce qu'on appelle le feu follet. Le feu follet, c'est ce que nous appelons, par exemple, ici, les feux de sorciers. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une flamme que l'on observait dans les cimetières, dans les zones marécageuses. Elle résulte tout simplement de la combustion d'un gaz provenant des fermentations au contact de l'oxygène. Aujourd'hui, vous allez en Europe, vous leur dites, mais le feu follet, mais les gens ont classé ça depuis longtemps, mais c'est toujours d'actualité chez nous. On continue de parler, n'est-ce pas, de feu de sorcier. Ça veut dire que les mêmes groupuscules qui ont monopolisé, n'est-ce pas, les connaissances, s'en sont accaparés et ont commencé à alimenter la peur avec cette histoire de feu follet. Entre parenthèses, les gens n'ont même plus le matériel pour produire ces feux. Aujourd'hui, ce sont les lampes chinoises qui sont utilisées pour faire le feu follet au village. Alors, vous voyez un peu, prenons le cas maintenant, concrètement la sorcellerie. Je voudrais tout simplement dire, la sorcellerie n'est pas un phénomène exclusivement africain. Toutes les sociétés du monde ont connu cette pratique. Nous allons prendre le cas de l'Europe. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Européens non plus ne connaissaient pas les microbes pathogènes. Lorsqu'ils étaient confrontés
à des problèmes tels que la peste, on accusait des sorcières. On les torturait jusqu'à ce qu'elles avouent. Ensuite, elles passent au bûcher ou à la potence. En Afrique, nous n'utilisons pas ces méthodes barbares. Nous avons affiné le système. Et comment nous procédions? C'est tout simple, on agit sur le mental des populations. Chez l'enfant en bas âge, on étouffe la curiosité. Chez l'adulte, on réprime la curiosité. Ça veut dire que nous allons vivre dans un environnement où il est interdit de dire pourquoi ou comment. Une fois la curiosité écartée, on va dresser les populations. Et ce dressage consiste en quoi? On va mettre dans leur tête, précisément, on va inculquer dans leur mental des dogmes. Premier dogme, tout ce que disent les vieilles personnes, tout ce que disent les vieilles personnes est vérité absolue. Premier dogme. Deuxième dogme, il existe des personnes qui sont douées de pouvoirs surnaturels illimités. Ce dogme a un impact sur le plan politique, social et économique. Nous allons le voir. Ensuite, un troisième dogme, la dépouille mortelle est à mesure d'identifier le coupable. Quatrième dogme, il existe des fétiches qui sont spécialisés dans l'identification des sorciers. N'oubliez pas, ce sont des dogmes, c'est-à-dire des vérités absolues, personne n'en discute. Et lorsque ces dogmes sont installés, maintenant, on va les encadrer avec la peur. Et tout cela est entretenu par une confrérie, c'est-à-dire une structure, un noyau secret. Maintenant que le système est mis en place, nous allons voir le cas des sorcières. Voilà ce qui se passe. Nous sommes dans une société qui ignore les microbes pathogènes. Et c'est une société qui a une certaine philosophie. Tout individu, dès qu'il naît, il doit mourir vieux. Entre les deux étapes, ce n'est pas normal. Si quelqu'un décède entre les deux étapes, c'est l'action des sorciers et rien d'autre que ça. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Premier cas, une épidémie de rougeole éclate dans un village. Naturellement, à une certaine époque, les enfants étaient malnutris. La rougeole est une maladie très, très contagieuse. Donc, il y aura beaucoup de décès d'enfants. Les mères commencent à crier. Nous ne sommes pas d'accord, il faut faire sortir le fétiche pour que l'on identifie les sorcières. Les responsables de la communauté disent, ce n'est pas un problème, le fétiche va sortir. La nuit, les membres de la société secrète, le noyau dont je vous ai parlé, les membres de cette confrérie se réunissent et ils vont choisir les sorcières. Le choix, les critères sont laissés à leur appréciation, bien sûr. On va trouver que telle vieille est grincheuse. On va trouver que telle vieille a une maladie, vraiment, on en a marre. Elle va faire partie de la liste. On trouvera que telle vieille, elle a de l'argent,
et ne veut pas dépenser avec les autres. Voilà des critères de ce genre. Une fois que c'est fait, le lendemain, on se retrouve. La place publique est bondée de monde. Le fétiche sort, il exécute des rites et il va désigner les sorcières. N'oubliez pas que celui qui est devant le fétiche est un membre de la confrérie. On les désigne, on les appelle devant tout le monde, on dit, ah voilà, le fétiche a dit que c'est vous qui avez acheté la maladie, vous êtes venus la répandre au village pour tuer les enfants. Aucune vieille ne bronche. La sentence tombe. Votre silence est la preuve de votre culpabilité. Et tout le monde est satisfait. La question qu'il faut se poser, c'est quoi? Pourquoi aucune de ces vieilles n'a osé protester? Quand une vieille commence à émettre des réserves, on lui demande, mais tu veux donc dire que le fétiche a menti? La vieille dit, ah non, 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 je n'ai jamais dit ça. On dit, alors, soyons logiques quand même. Le fétiche n'a pas menti. Ah, donc, tu es coupable et c'est terminé. Voilà comment on procède. Quand je débat de ce problème avec certains collègues, ils me disent, mais moi j'ai vu des vieilles. Elles ont avoué. J'ai dit oui, elles ont avoué. Nous allons voir comment on procède pour ces aveux. Admettons qu'un jeune qui ne sait pas nager se retrouve dans une rivière au courant rapide. Naturellement, mais vous pensez que ce jeune-là va se noyer? Objectivement, non, on estime qu'il ne doit pas se noyer. Ce sont les sorciers qui sont certainement derrière lui. Qu'est-ce qu'on fait? On va consulter le devin. Le devin dit, ah, écoutez, la rivière l'a attrapé, mais derrière la rivière, il y a un sorcier. On dit alors, on va faire sortir, c'est le corps que l'on va faire sortir et la dépouille va nous désigner le coupable. Quelques membres de la confrérie se retrouvent. Encore, mais cette fois-ci, pas tard dans la nuit, hein, vers 19h. On envoie juste, ils décident rapidement, choisissons encore une coupable. Ce sont les mêmes critères. On choisit la coupable. On peut même lui adjoindre 2 complices. Et on envoie l'émissaire pour rencontrer la première coupable. Il arrive dans la cour, ah, c'est juste un bonsoir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient là-bas. Et il dit rapidement, quand il va voir la vieille, il lui dit, bon, écoute, c'est toi la coupable de la noyade de l'enfant. Voilà tes complices, on donne les noms. Eh bien, demain, devant le public, tu vas l'annoncer. Mais attention, ne joue pas la plus maligne. Sinon, un de tes enfants aura mal à la tête. Et le gars repart incognito. Ah, il dit qu'il était venu juste pour un bonsoir. Le lendemain, on prépare le corps. On va l'attacher et des gens vont le porter. Rappelez-vous, celui qui est devant, il est un membre de la confrérie. Et il faut toujours vous dire, quand on parle de port de cadavre, celui qui est devant est un membre de la confrérie. La dépouille, ceux qui portent la dépouille, vous les voyez. Ils viennent, ils courent partout, ils transpirent abondamment, la bave court, les yeux sont éjectés de sang.
On dit, c'est le cadavre totalement dépourvu d'énergie qui est en train de les malmener. Une fois qu'ils arrivent maintenant devant le public, il y a toujours quelqu'un pour intervenir et il dit, écoute là. Il s'adresse au cadavre, hein. Celui qui t'a mis cette honte-là, sors-nous-le. Le cadavre, ceux qui portent le cadavre, ils vont courir, ils vont aller bousculer la vieille qui a été choisie. Ah, la vieille, on l'attrape, on amène devant tout le monde. On lui dit, mais le cadavre est en train, c'est toi que le cadavre a accusé. La vieille dit oui, effectivement, c'est moi qui ai mangé son âme. Et quand je pourchassais son âme, j'ai dû demander l'aide de 2 autres. Elle donne les 2 noms. Ils m'ont aidé à pourchasser. Après, je leur donnais leur part. Tout le monde est content. Cela confirme et consolide l'infaillibilité de la dépouille mortelle. Voilà comment on procède. Tous ces intellectuels qui se laissent rouler dans cette histoire et qui disent non, 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 elle l'a avoué. Et effectivement, elle l'a avoué. Faisons des efforts de réfléchir. Je voudrais vous dire ceci. Toutes ces vieilles femmes qui ont été accueillies dans les centres et n'ont commis aucun crime. Aucune n'a mangé l'âme de personne. Leur seul crime, c'est d'avoir vieilli sans avoir un soutien. C'est le seul crime qu'elles ont commis. Quand on dénonce ces pratiques, il y a des intellectuels qui disent « Ah non, 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 n'est bien tu t'attaques aux coutumes. » Je leur dis des coutumes qui vont brimer des innocents, je vais dénoncer. Et ces pratiques auxquelles nous assistons aujourd'hui sont illégales. C'est parce que tout simplement nos autorités ont une peur bleue de ces structures-là. Il y en a qui en profitent également pour des objectifs tout simplement électoraux. Je voudrais juste dire que dans ce système qui a été conçu, l'entrepreneuriat n'a pas sa place parce qu'il ne faut pas émerger. C'était un système d'embrigadement. Il faut que tout le monde marche au pas. Donc celui qui veut entreprendre, mon jeune frère, Désiré, il était professeur comme moi. Il avait une moto certainement pas des plus formidables. Aujourd'hui, il circule en voiture. Des gens diront, n'est-ce pas, depuis quand du miel a produit, n'est-ce pas, a permis à quelqu'un d'avoir une voiture. On va commencer à dire, d'ailleurs même l'histoire de ces abeilles-là, ce n'est pas clair. Est-ce que ce sont des vraies abeilles? Et tout cela, c'est pour détruire. Je voudrais dire aux jeunes entrepreneurs de s'armer de courage et de détermination. Même ceux qui vont réussir, on va les accuser d'avoir vendu les âmes de leur mère ou de leurs enfants pour s'enrichir. Des gens qui devraient servir d'exemple pour les autres jeunes. On les met au banc des accusés. Je voudrais, enfin, pour conclure, dire aux jeunes, vous avez le devoir sacré de construire un monde meilleur. Un monde dans lequel tout le monde, surtout les personnes fragiles, vulnérables, vivent en paix et s'en aillent en paix. Un monde dans lequel
les jeunes vont pouvoir tous s'épanouir pleinement. Le préalable, vous devrez prendre ce courage de vous libérer de ces lourdes chaînes qui vous retiennent. Ces chaînes, ce sont les croyances superstitieuses. Pour ce faire, passez en revue toutes nos coutumes. Et à partir de là, vous allez les soumettre à des analyses critiques rigoureuses. Vous ferez ensuite votre choix. Tout ce qui n'est pas d'actualité, vous mettez ça de côté. C'est à ce prix que l'Afrique noire, notre Afrique, participera de nouveau à l'édification d'une civilisation universelle. Je vous remercie.